Ce lundi 9 janvier 2017, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vous entendrez l'ancien Premier ministre dans ce journal. Dans ce journal également, nous nous rendrons à Mans où les soldats avaient aussi exprimé leur mécontentement vendredi et samedi dernier par des barrages et des tirs en l'air dans plusieurs villes. Comme dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire, la situation s'est normalisée. La vie reprend son cours normal. L'actualité, c'est aussi le procès en appel du président tchadien déchu Hissène Habré qui s'ouvre ce lundi 9 janvier à Dakar, au Sénégal. Nous en parlerons dans une demi-heure. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 13h. Ce lundi 9 janvier 2017, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Prenant acte de cette démission, le président de la République a procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa reconnaissance au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et à l'ensemble des ministres pour leur engagement au service de la nation. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé deux autres décrets, l'un mettant fin aux fonctions des ministres d'État et des ministres à la présidence de la République et l'autre mettant fin aux fonctions des conseillers spéciaux à la présidence de la République. Je vous propose d'écouter Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre sortant, à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. Je voudrais vous indiquer que le 18 décembre 2016, nous avons eu les élections qui ont vu 253 députés être élus à l'Assemblée nationale sur les 255, étant donné qu'il y a deux cas qui sont le cas donc de Divo et de Koubli qui vont être repris. Au nombre de ces 253 députés, nous avons 17 membres du gouvernement qui ont donc été élus sur les 20 ministres candidats. Et vous savez que la séance inaugurale aura lieu cet après-midi à 14h30. Et selon une pratique politique de longue date, à la séance inaugurale, tous les députés élus doivent participer à cette session inaugurale, y compris bien sûr les membres du gouvernement. Mais vous savez aussi qu'il y a une incompatibilité d'être membre du gouvernement et être présent à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le 31 décembre 2016, le président de la République a fait une importante déclaration, un important message à la nation, dans lequel il a fait le bilan de l'action gouvernementale sous sa haute égide, d'une part, et il a indiqué sa ferme volonté de mettre en place les nouvelles institutions de la République, la Troisième République. Dans ce message à la nation, il a bien voulu féliciter le gouvernement du travail accompli, ce qui vient d'ailleurs de nous confirmer tout à l'heure. Je voudrais dire que c'est fort de toutes ces considérations que j'ai remis la démission du Premier ministre et celle du gouvernement, formé donc le 12 janvier 2016, conformément donc à l'article 83 de la Constitution, la nouvelle Constitution. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde et infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de cette confiance qu'il a bien voulu nous accorder depuis notre nomination le 21 novembre 2012. Au cours de ces 4 années, nous avons essayé de faire en sorte que ces directives soient appliquées par le gouvernement. Je voudrais associer à ces remerciements son aîné, le président Aimé Henri Konabédié. En terminant, je voulais dire que beaucoup de choses ont été faites, bien sûr, au niveau de ce gouvernement, mais aussi beaucoup de choses restent à faire.
parce que l'objectif final, vous le savez, c'est de faire en sorte que nous puissions réaliser la grande ambition du président de la République pour la Côte d'Ivoire, qui est de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent donc en 2020. Faire donc la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, c'est quelque chose donc d'essentiel. Voilà ce que je vais vous dire donc des missions du gouvernement avec des missions du Premier ministre et vous dire donc à tout à l'heure à l'Assemblée nationale, puisque nous avons eu la chance aussi d'être élus comme députés à l'Assemblée nationale. Merci encore une fois et à bientôt. Je vous le disais en titre, le calme est revenu dimanche à Bouaké et ailleurs en Côte d'Ivoire après l'annonce d'un accord avec les soldats dont le mécontentement a paralysé pendant 2 jours quelques villes du pays et s'était étendu à Abidjan. Abidjan, la métropole économique où des tirs avaient été entendus samedi dans la caserne d'Akwedo. Le calme est également revenu, les magasins ont rouvert et les populations vaquent à leurs activités. À Mans aussi, dans l'ouest du pays, il n'y a plus de tirs, on ne voit plus de militaires en ville. La circulation a repris, les commerces ont également rouvert. Les habitants qui avaient été gagnés par la peur se disent soulagés que tout soit rentré dans l'ordre. Ève Boué. Corridor des zélés, porte d'entrée sud de la ville de Mans en provenance d'Abidjan. Ce dimanche 8 janvier 2017, il est 10 heures passées. On observe une circulation dans les deux sens, signe évident de la reprise des activités après la paralysie observée hier. Autre lieu névralgique de la ville, le marché central avec son brouhaha quotidien. Même ambiance à la gare routière. Une reprise des activités saluée par l'ensemble de la population malgré les désagréments causés. Quand on bloque tout, quand on bloque tout, ça veut dire que tout est bloqué. Où l'argent va quitter pour qu'on paye, comment lui qui va payer, il va payer. Je sais que l'État Côte d'Ivoire, il compte sur les gens d'entreprise. Mais si c'est fermé, il en est où pour payer? Vraiment, hier, ça a été difficile. Juste avant-hier, on n'est pas travaillé. Je suis tellement content aujourd'hui. Ouais, vraiment, je suis content. Parce que la manifestation, ce n'est pas bon pour la pays. Maintenant, vraiment, on est content aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a travaillé en léger. On a travaillé en léger. Vraiment, on est trop contents. Nous tous, on est contents. Les autorités, quant à elles, saluent la décision du chef de l'État pour la résolution de cette crise. Le fait marquant pour moi, c'est la décision du chef de l'État. Le chef de l'État a décidé de résoudre ce problème de main de maître. Je paye, j'adhère à leur idée. Il ne l'a fait pas parce qu'il y avait les moyens. Mais le président Alassane a fait cela pour permettre à l'Ivoirien de vivre dans la quiétude. Et cela, je le salue. Ce matin, tout le monde vague à ses occupations. Et de bien le dire, à Mans, en cette nuit du dimanche, les noctambules ont déjà renoué avec leurs habitudes. Ouverture à Yamoussoukro de la 6e réunion de la conférence des directeurs des institutions de formation et de responsables de formation aux métiers pétroliers des 11 pays membres de l'APA, l'association des producteurs de pétrole africain. Une réunion pour améliorer le fonctionnement de l'association. Les précisions de Kader Sogodogo. Les responsables de formation réunis au sein de l'association des producteurs de pétrole africain APA effectuent leur 6e réunion à Yamoussoukro. Il s'agit pour cette association qui regroupe 11 pays de faire le point du fonctionnement de la dite structure, formuler des propositions objectives aux questions de formation et de renforcement des capacités des ressources humaines du secteur pétrolier et gazier. Une rencontre capitale avant la prochaine réunion des ministres issus des pays membres de l'APA. Je voudrais vous dire que je reste convaincu, au regard, au parterre des éminents experts et spécialistes des questions d'information que vous êtes, que de vos travaux, dont le but est également un atout majeur, résulteront certainement des recommandations fortes et pertinentes au président de l'APA à la prochaine session ordinaire du Conseil des ministres prévue en mars 2017 à Abidjan, pour la promotion de la coopération entre les institutions de formation et pour la création d'une synergie d'action entre celles-ci pour l'atteinte des objectifs et à l'avènement d'une APA nouvelle. En termes de propositions, la Côte d'Ivoire s'engage dans le sens de la formation. L'IFPHP a exprimé une volonté ferme de créer une école du pétrole et des énergies renouvelables. Cette décision soutenue par le ministère en charge du pétrole et de l'énergie s'articule aujourd'hui avec les résolutions de la COP22 qui vient de se tenir à Marrakech, au Maroc. La Côte d'Ivoire, il faut le dire, assure la présidence de l'APA à travers son ministre du pétrole et de l'énergie, Adama Tounkara.
Restons avec Kader Sogodogo. Notre reporter nous parle cette fois de la fondation Children of Africa qui a relancé les activités d'une cantine scolaire. Son reportage. Le premier repas de l'année 2017 pour les écoliers de l'école primaire publique de Saoudi dans la sous-préfecture de Languibonou. Ce repas lance officiellement les activités de la cantine de cette école. Une initiative de l'ONG Yebotikun Saoudi, soutenue par Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. À travers cette action, cette ONG veut impliquer les femmes dans la pérennisation des activités de la cantine pour une meilleure formation des enfants du village. Les femmes de l'ONG au niveau du village se sont organisées pour faire des cultures, pour soutenir la cantine. Nous voulons d'abord remercier maman Dominique Ouattara pour toutes les actions qu'elle pose à l'endroit de l'école primaire publique de Saoudi. La construction de la cantine a permis de relever le niveau de formation des écoliers de Saoudi. Les parents d'élèves saluent l'engagement de l'ONG Yebotikun Saoudi. Avant, on va au champ, les enfants n'arrivent pas à manger. Ils vont manger au champ pour revenir. Les enseignants, les écoliers et le ministère de l'Éducation nationale félicitent la première dame Dominique Ouattara pour le soutien qu'elle apporte à l'école primaire de Saoudi depuis 4 années. Les meilleurs élèves du premier trimestre sont repartis avec des présents de la première dame Dominique Ouattara. Une manière d'inciter les tout-petits à redoubler d'ardeur au travail. Dans le handball, le conseil régional annonce la construction de plusieurs infrastructures scolaires afin de désengorger les classes. Décision prise lors de la 4e session ordinaire du conseil régional du handball. Insuffisance d'infrastructures secondaires. Effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Voici ainsi présenté le triste tableau du système éducatif dans la région du handball. Des difficultés que le conseil régional a décidé de prendre à bras le corps pour la prochaine rentrée scolaire. La moitié de notre budget va encore aller dans l'éducation nationale. Comme je l'ai dit, il faut rapprocher les écoles. Donc, à cet effet, nous avons décidé de construire des collèges modernes, des collèges de proximité dans toutes nos sous-préfectures. Ainsi, 16 projets sont initiés pour un coût total de 600 millions de francs CFA. Cette rencontre du conseil régional s'est tenue dans le cadre de la 4e session ordinaire du dit conseil. Les autorités administratives ont invité la population à s'approprier ces actions de développement. C'était un reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Un petit mot de santé dans ce journal. Rendons-nous dans le département de Tomodi où le centre de santé urbain de Kouébo a reçu du matériel pour augmenter sa capacité d'accueil et renforcer son plateau technique. Et ce sont environ 10 tonnes d'équipements biomédicaux qui ont été réceptionnés le 30 décembre dernier par le ministre, Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le don émane d'Anata Belgium, une association belge de charité et sa représentation ivoirienne, Anata Côte d'Ivoire. Malika Koulibaly. Centre de santé urbain de Kouébo, département de Tomodi. Fier allure malgré ses 50 ans, mais seulement 15 lits d'hospitalisation et un plateau technique, à peine celui des dispensaires. Des capacités que viennent propulser vers le niveau d'hôpital général ces équipements biomédicaux. 10 tonnes environ composées de matériel à usage courant, d'échographes, de couveuses, de mobilier de bureaux, de matériel informatique, dont d'Anata Côte d'Ivoire rendu possible par Anata Belgium, une ONG belge. La Belgique n'a plus de coopération bilatérale formelle avec la Côte d'Ivoire depuis 2003. Je suis heureux de constater que des initiatives privées comme celle prise par Anata Belgium viennent compenser avec bonheur l'absence de coopération. Raymond Konon, deuxième vice-président du conseil régional du Bélier, et la ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi, voient en cette action un appui aux efforts du chef de l'État et son gouvernement pour offrir des soins de qualité aux populations et un appel à la mobilisation d'autres ONG. Il faut, 1, que les équipements soient de bonne qualité. 2, que ces équipements répondent aux besoins des populations. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que les ONG se rapprochent
de notre direction des infrastructures, ce qui permet bien sûr que les exonérations soient plus faciles. Anata Beljom, ou les maillons qui manquent à la chaîne, est une association belge de charité. Sarah Kofi, épouse Ourès, dirige sa représentation ivoirienne. Ici, à Abidjan, l'ONG Petraroc vient de faire des heureux du côté de Yopougon en offrant des vivres et des non-vivres d'une valeur de 3 500 000 francs aux veuves de la commune. Ce don pour permettre à ces mamans de bien entrer dans la nouvelle année. Mamadou Kwasi. « 2017 démarre bien pour les veuves de Yopougon. En guise de cadeau de nouvel an, elles viennent de recevoir des vivres et des non-vivres d'une valeur de 3 500 000 francs CFA de l'ONG Petraroc. Celle qui rend les orphelins et les veuves heureux, c'est celle-là que Dieu veut. Et je sais que Dieu va donner la santé à Madame PSL. Ça fait 3 ans que j'ai perdu mon mari. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Que Dieu lui donne longue vie. La présidente de cette ONGP, Esther, entend poursuivre ses actions sur l'ensemble du territoire national pour le bien-être des veuves et des orphelins de Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour nous, en tant que l'ONG Petraroc, d'aider ces veuves, d'aider ces femmes. Et nous n'allons pas nous arrêter là seulement parce que nous comptons encore les aider jusqu'à ce que l'ONG Petraroc bâtisse même une cité pour ces veuves. PSTR a également offert une enveloppe de 600 000 francs CFA à quelques femmes présentes en vue de les encourager dans leurs activités génératrices de revenus. L'ONG Petraroc est née en 2005 et depuis toutes ces années, elle œuvre dans le domaine social en faveur des personnes démunies. Venons-en maintenant à la 3e édition du Petit Déjeuner du Cœur, au cours duquel 26 bébés orphelins et enfants vulnérables ont été honorés en compagnie de leur mère adoptive. Ils ont reçu des kits de maternité, des kits alimentaires et d'autres présents de la part de l'ONG Femmes de Salem International. Il s'agissait pour les initiateurs de ce Petit Déjeuner du Cœur d'apporter du réconfort à ces enfants orphelins à la naissance et mobiliser les bonnes volontés à leur apporter de l'aide. Les bébés aux mains de ces femmes sont orphelins de naissance. Comme eux, ce sont 17 autres qui prennent part en compagnie de leur mère nourricière à ce 3e petit déjeuner du cœur. Un petit déjeuner pour leur apporter du réconfort et de la chaleur, mais surtout pour mobiliser les bonnes volontés autour de leur cause. Nous demandons aux uns et aux autres de venir au secours de ces enfants-là. Nous croyons que nous allons nous mobiliser, toute la population va se mobiliser pour que les femmes ne décèdent plus en donnant la vie. Pour l'édition 2016, Femmes de Salem International a réitéré les gestes des éditions précédentes. Des kits alimentaires, des couches et des jouets ont été offerts. J'encourage cette ONG, avec la présidente à sa tête, que le Seigneur leur apporte les moyens nécessaires pour pouvoir enfin avoir leur siège et puis continuer d'aider autant de femmes, autant d'enfants qui sont dans le besoin. Petit déjeuner du cœur 2016 s'est tenu avec le soutien de l'UNFPA. En plus des 19 orphelins, 7 enfants vulnérables ont aussi été honorés à cette cérémonie. Rappelons que l'ONG, dont la mission est de contribuer au mieux-être des populations vulnérables, ambitionne d'ouvrir plusieurs garderies d'enfants dans les villages où le taux de mortalité en couche est le plus élevé. Comment vaincre une malédiction? Ce terme couramment utilisé en cas de malheur, surtout lorsque ce malheur s'étend sur plusieurs générations. Selon les religieux, la malédiction peut être liée à la généalogie. Quel est son impact sur la vie sociale? Comment la vaincre? Un séminaire a été organisé récemment pour tenter de répondre à ces questions. Astou Touré y était pour RTI 1. Elle évoque le malheur, la malchance, le mépris. Elle implique une souffrance presque interminable. La malédiction est un mot couramment utilisé en cas de malheur, surtout quand celui-ci se produit de manière répétée sur plusieurs générations. De la même manière que la médecine humaine stipule qu'il y a des antécédents familiaux qui sont tels qu'il y a des répercussions de certaines maladies au niveau familial, de cette même manière, il y a des antécédents spirituels de certaines malédictions qui se transmettent de génération en génération. Il faut également savoir que de la même manière que le génome d'une personne, d'une famille à une autre s'exprime dans les générations à venir, de cette même manière, il y a des réalités spirituelles
qui se transmettent de génération en génération, d'un individu à un autre. Et selon qu'il s'agisse de bonnes choses qui se transmettent de génération en génération, on parle de bénédiction. Et selon qu'il s'agit de mauvaises choses, on parle de malédiction. Pour comprendre la malédiction et la vaincre, une rencontre a donc été initiée en vue d'expliquer à la population que les violences verbales et les paroles négatives peuvent avoir des conséquences dangereuses. À cette rencontre, il a surtout été question d'apporter des solutions. Il faut faire un génogramme, c'est-à-dire une cartographie spirituelle des réalités allant des ascendants aux descendants. Les participants se réjouissent de l'initiative. Je retiens de cette conférence beaucoup de choses, voyez-vous, parce que avoir l'enseignement qui est distillé, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas en réalité au niveau de l'appréhension de certains problèmes et autres là, et on faisait du suivisme. Là, quand il y a des détails qui sont vraiment pointus, effectivement, comme on le dit vulgairement, on sort des ténèbres pour venir vraiment à la lumière. Prières et chants de louanges ont mis fin à cette cérémonie. La voix des membres de la génération Tchagba de Songon Agban compte désormais dans les prises de décision du village. Cette génération vient de faire officiellement sa sortie. C'était au cours de la fête de l'Afatoué, une fête qui marque leur maturité. Franck Quadio, l'un de nos spécialistes culture maison, y était. Son reportage. Songon Agban, la génération Tchagba fait sa sortie, c'est l'Afatoué. À travers cette célébration, la génération Tchagba est désormais mature pour assumer des responsabilités au sein de la communauté. Les Tchagba forment une génération subdivisée en 4 catégories. Les Djéhou, les Doubo, les Agban et les Assoukou. Notons que cette configuration est similaire à celle des autres générations en pays Hatchan. La célébration du Fatoué est l'occasion pour chaque classe d'âge conduite par son chef guerrier d'esquisser des pas de danse entre leurs mains des maquettes, symbole d'expression de la puissance de la communauté. Après les guerriers suivent le passage des femmes de chaque classe d'âge sur la place du village. Cette génération est prête à assumer désormais de grandes responsabilités au sein de la communauté villageoise, notamment le pouvoir politique. Les pays ébriés étant un pays très démocratique, le moment venu, la génération Doubo au pouvoir dans tous les villages passera le flambeau à la génération Tchagba dans la sérénité, dans la paix, comme le recommandent nos us et coutumes. Je voudrais exhorter toute la génération Tchagba à faire preuve d'humilité. Aujourd'hui, on parle d'émergence. Il faudrait que ce village émerge avec la génération Tchagba. La fête de l'Afatoué a été l'occasion pour les différents intervenants d'exhorter la génération Tchagba à être des modèles tout en cultivant des valeurs de paix, d'amour et d'humilité. Ouvrons à présent la page religion de ce journal. La direction générale des cultes veut avoir une meilleure gestion du domaine religieux en Côte d'Ivoire. Et pour atteindre cet objectif, une vaste opération d'identification sera menée en ce début d'année 2017. Il s'agit d'avoir une idée claire des lieux de culte, des guides religieux ainsi que des différentes obédiences. Le directeur général des cultes a également fait le point des pèlerinages chrétiens et musulmans organisés en 2016. C'était au micro de Serge Collier. Identifier l'ensemble des guides religieux, cibler et répertorier les lieux de culte en vue de disposer d'une cartographie des obédiences qui officient en Côte d'Ivoire. C'est le premier acte majeur que la Direction générale des cultes entend poser en 2017. Il s'agit d'avoir une meilleure gestion des attentes et préoccupations des associations et confessions religieuses. Dès janvier 2017, va commencer un projet pilote d'identification des lieux de culte sur le Grand Abidjan. Et puis peut-être les années qui vont suivre, cette opération va s'étendre à l'ensemble du territoire sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc nous allons véritablement vers une maîtrise totale au niveau du secteur.
En 2016, les guides religieux, a indiqué le directeur général des cultes, ont largement joué leur partition dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour Messamba Bamba, 2016 a une fois de plus démontré la vitalité de l'activité religieuse en Côte d'Ivoire. Au total, 3253 chrétiens catholiques, évangéliques ou issus des religions révélées d'Afrique ont participé à des pèlerinages à travers différents lieux saints du monde entier. Des voyages pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Au niveau des musulmans, plus de 4000 fidèles ont pu accomplir le Hajj avec le soutien des autorités ivoiriennes. Pour 2017, la Direction générale des cultes ambitionne d'accroître ces chiffres pour le bonheur des fidèles chrétiens et musulmans. Dans l'actualité africaine, sachez que le procès en appel du président tchadien déchu Hissène Habré s'ouvre ce lundi 9 janvier à Dakar, au Sénégal. En mai dernier, en première instance, celui qui a régné sur le Tchad entre 1982 et 1990 a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Ce second procès sera aussi le dernier. Aucun recours ne sera possible par la suite. À l'image d'une cour de cassation, la chambre d'appel va juger le droit. Je vous le disais à l'entame de ce journal, le calme est revenu dimanche à Bouaké et ailleurs en Côte d'Ivoire après l'annonce d'un accord avec les soldats dont le mécontentement avait paralysé pendant 2 jours quelques villes du pays et s'était étendu à Abidjan. Abidjan, la métropole économique où des tirs avaient été entendus samedi dans la caserne d'Akwedo. Le calme est également revenu. Les magasins ont rouvert et les populations vaquent à leurs activités. Je vous propose de suivre cette déclaration du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï. Suite aux événements des 5, 6 et 7 janvier dernier, sur instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, je me suis rendu à Bouaké pour rencontrer nos hommes. Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'ensemble des soldats pour l'accueil qui m'a été réservé et l'esprit constructif dans lequel des discussions se sont déroulées. D'ailleurs, dès l'annonce de la déclaration de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les soldats mécontents ont levé tous les obstacles et le calme est revenu sur toute l'étendue du territoire, permettant ainsi à nos populations de vaquer tranquillement à leurs occupations. Je tiens à vous rassurer que le Président de la République vous a compris. Il est un homme de parole. Il a donné des instructions fermes pour apporter des solutions à vos préoccupations. Dans le cadre de la poursuite de nos échanges, je confirme l'engagement que j'ai pris devant vous. Vendredi prochain, nous nous rencontrerons à Bouaké. La plupart des préoccupations soulevées sont déjà contenues dans la loi de programmation militaire pour laquelle des moyens sont prévus au titre de l'année 2017. Le Président de la République fait confiance à l'ensemble des soldats. Et je sais que vous aussi, soldats, vous lui faites confiance pour la résolution des problèmes dans le calme. Notre mission est de garantir la sécurité des populations et de créer les conditions de développement de notre pays dans la paix et la stabilité. Je demande par conséquent à la sérénité à tous nos soldats. Nous devons tous œuvrer dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 18h, avec Marie-Laurent Gorin.